nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous nous intéressons à l'année 1860 et à l'histoire solennelle de Francis Saville Kent. C'est une affaire qui nous rappelle que, derrière les documents historiques, se cachent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire, telle qu'elle peut être racontée. Dans le paisible village de Road, dans le Wiltshire, se dressait une belle demeure georgienne connue sous le nom de Road Hill House. C'était la maison de Samuel Saville Kent, un inspecteur d'usine respecté, et de sa grande et complexe famille. Monsieur Kent était un homme d'une certaine stature, mais sa vie domestique était loin d'être sereine. Il s'était marié 2 fois. Sa première femme, Mary Ann, lui avait donné 10 enfants avant sa mort en 1852. Les enfants de cette première union, en particulier les filles aînées, nourrissaient un profond ressentiment envers leur ancienne gouvernante, Mary Drew, qui est devenue leur belle-mère un peu plus d'1 an après le décès de leur mère. Ce second mariage a donné naissance à 3 autres enfants, dont le plus jeune était Francis, un garçon intelligent et bien-aimé qui approchait de son 4e anniversaire. L'atmosphère à l'intérieur de Road Hill House était lourde de tensions inexprimées, un mélange de chagrin, de jalousie et des attentes rigides de la vie de famille victorienne. C'était un foyer divisé, un endroit où les ressentiments couvaient juste sous un vernis de respectabilité de la classe moyenne. Dans cet environnement tendu, l'été 1860 apporterait une horreur que personne n'aurait pu prévoir, un événement qui briserait la famille et scandaliserait la nation. Le matin du samedi 30 juin 1860 a commencé comme n'importe quel autre à Road Hill House. Les domestiques se sont levés avant l'aube pour commencer leurs tâches quotidiennes, se déplaçant tranquillement dans la maison endormie. À l'intérieur de la chambre d'enfants partagée par les enfants du second mariage, dormait Francis, 3 ans, sa sœur aînée Mary Amelia et leur nourrice, Elizabeth Goff. Vers 5 heures du matin, Goff s'est réveillée. Elle a déclaré plus tard qu'elle avait vérifié les enfants, notant que le jeune Francis dormait profondément dans son berceau, sous sa couverture et son drap. Satisfaite, elle est retournée dans son propre lit, qui était situé à côté de ceux des enfants. Un peu plus de 2 heures plus tard, vers 7h30 du matin, Goff s'est levée à nouveau pour commencer la journée. C'est alors qu'elle a fait une découverte effrayante. Le berceau où Francis avait dormi était vide. La couverture et le drap étaient toujours en place, soigneusement bordés comme si l'encens s'était simplement volatilisé de dessous eux. Une recherche effrénée dans la chambre d'enfant et la pièce attenante où dormaient les 2 enfants Kent plus âgés n'a révélé aucun signe du petit garçon. La panique a commencé à s'installer. Elizabeth Goff a alerté la mère du garçon, Madame Kent, qui à son tour a réveillé son mari. L'alerte a été donnée, et la maisonnée a été plongée dans un état de chaos et de confusion. L'hypothèse initiale était que l'enfant avait été volé, peut-être pour une rançon, ou par quelqu'un qui avait une rancune contre la famille. La disparition était totalement inexplicable. Les portes et les fenêtres de la maison ont été trouvées solidement fermées de l'intérieur, sans aucun signe d'effraction. Une recherche désespérée de la maison et de ses environs immédiats a commencé, mais à mesure que les minutes se transformaient en heures, un sentiment croissant de terreur s'est abattu sur la famille. Alors que la recherche de Francis Kent s'intensifiait, chaque coin de Road Hill House et de ses vastes terrains a été fouillé. La famille, les domestiques et bientôt les voisins et la police locale se sont joints à l'effort désespéré. Ils ont fouillé les jardins, les dépendances, la rivière Frome toute proche et les champs environnants appelant le nom du garçon. Monsieur Kent, bouleversé, a organisé les équipes de recherche, mais leurs efforts se sont avérés infructueux. La matinée s'est écoulée sans aucune trace de l'enfant. C'est peu après cette première recherche que 2 hommes du coin, un agriculteur nommé William Nett et un cordonnier nommé Thomas Benger, ont décidé d'examiner des toilettes de domestiques désaffectées situées dans un bosquet sur la propriété. C'était un endroit qui avait été négligé dans le chaos initial. À l'aide d'une longue perche, ils ont sondé les profondeurs sombres et nauséabondes de la structure. Ils ont senti quelque chose de doux et de lourd. Avec précaution,
Ils ont soulevé l'objet à la surface. La découverte était plus horrible que quiconque n'aurait pu l'imaginer. C'était le corps du petit Francis. Il avait été enveloppé dans sa propre couverture, qui avait disparu de son berceau. Sa gorge avait été tranchée si profondément que sa tête était presque séparée de son corps, et il y avait une grave blessure par arme blanche à la poitrine. L'enfant qui avait dormi paisiblement dans son lit quelques heures plus tôt avait été victime d'une attaque brutale et impitoyable. La nouvelle de la découverte a envoyé une onde de choc, de chagrin et de terreur à travers la maisonnée. La théorie initiale d'un enlèvement a été instantanément dissipée. Il ne s'agissait pas d'une abduction. C'était un meurtre, commis avec une sauvagerie choquante. Et avec toutes les portes et fenêtres verrouillées de l'intérieur, une réalisation terrifiante a commencé à se faire jour. Le tueur était presque certainement un membre de la maisonnée Kent. L'enquête initiale a été menée par la gendarmerie locale du Wiltshire, dirigée par le surintendant John Foley. Dès le début, leurs efforts ont été marqués par un manque d'expérience dans la gestion d'un crime aussi complexe et choquant. Des preuves médico-légales cruciales ont été compromises car la scène de crime, la chambre d'enfant et les toilettes, n'a pas été correctement sécurisée, permettant à des dizaines de personnes de la piétiner. Les soupçons du surintendant Foley se sont rapidement portés sur la nourrice, Elizabeth Goff. Il semblait inconcevable pour la police locale qu'un membre d'une famille respectable et craignant Dieu puisse être responsable d'un acte si odieux. Une domestique, cependant, était une suspecte plus plausible dans la structure de classe rigide de la société victorienne. Foley a soumis Goff à un interrogatoire intense, se concentrant sur les incohérences dans son récit de la nuit. Il a émis l'hypothèse qu'elle et un amant secret, peut-être M. Kent lui-même, étant donné les soupçons fréquents de l'époque de liaison entre maître et domestique, avaient accidentellement étouffé l'enfant et ensuite simulé l'enlèvement et le meurtre pour couvrir leurs traces. Basée sur cette théorie, Elizabeth Goff a été arrêtée le 20 juillet. Cependant, les preuves contre elle étaient entièrement circonstancielles et spéculatives. Il n'y avait aucune preuve d'une liaison, aucune confession et aucune preuve physique l'alliant à l'arme du crime ou à l'élimination du corps. Après avoir été détenue pendant 2 semaines, elle a été libérée par les magistrats en raison du manque total de preuves crédibles. L'enquête locale avait atteint une impasse, n'ayant réussi qu'à jeter le soupçon et à ne produire aucune piste concrète. La presse et le public sont devenus de plus en plus critiques de l'enquête bâclée, et la pression a monté pour qu'une main plus professionnelle prenne les rênes. Avec la police locale en difficulté et l'indignation publique grandissante, les magistrats du Wiltshire ont pris une décision qui était, à l'époque, très inhabituelle. Ils ont demandé l'aide de Scotland Yard à Londres. Cet appel a mené l'un des détectives les plus célèbres de l'époque dans le paisible village de Rhodes, l'inspecteur détective Jonathan Jack Witcher. Witcher était l'un des 8 membres originaux de la nouvelle section des détectives, une unité en civil créée en 1842 pour enquêter sur les crimes graves. Il s'était bâti une réputation d'enquêteur perspicace et implacable, un homme qui s'appuyait sur la déduction méthodique et l'observation aiguisée plutôt que sur les conjectures qui avaient caractérisé l'enquête locale. Son arrivée à Wood Hill House, le 15 juillet, a marqué un tournant dans l'affaire. Il représentait une nouvelle approche, plus scientifique, de la police. Une approche qui n'était pas influencée par le statut social ou des notions préconçues. Witcher était un étranger, libéré des préjugés locaux qui avaient obscurci l'enquête jusqu'à présent. Il a tranquillement observé les membres de la famille, examiné méticuleusement les preuves et a commencé à reconstituer une image de la dynamique dysfonctionnelle de la maisonnée. Il a compris qu'il ne s'agissait pas d'un crime commis par un étranger ou un intrus au hasard. La clé pour résoudre le meurtre de Francis Kent, pensait-il, se cachait derrière la façade respectable de Wood Hill House elle-même. L'inspecteur Witcher a commencé son enquête avec un œil neuf et impartial. Il a rapidement écarté la théorie d'un intrus extérieur, notant l'absence de toute effraction et l'impossibilité pratique pour un étranger de naviguer dans la maison obscurcie pour trouver le berceau d'un enfant spécifique. Il a également mis de côté la théorie de la police locale concernant la nourrice Elizabeth Goff, ne trouvant aucune preuve crédible pour la soutenir. Au lieu de cela, Witcher a concentré son attention sur la famille. Il a méthodiquement interrogé chaque membre de la maisonnée, observant leur comportement et notant les profonds ressentiments entre les enfants des premiers et seconds mariages. Ses soupçons se sont rapidement portés sur une personne en particulier, la demi-sœur de Francis, Constance Emily Kent, âgée de 16 ans.
Witcher a trouvé le comportement de Constance distant et étrangement calme. Son enquête a révélé qu'elle était connue pour son intelligence, sa forte volonté et sa profonde animosité envers sa belle-mère. Il a appris qu'elle s'était déjà enfuie de la maison avec son frère William, démontrant une nature rebelle et provocatrice. La pièce à conviction cruciale pour Witcher était une chemise de nuit manquante de la liste de blanchisserie personnelle de Constance. Il a émis l'hypothèse qu'elle avait commis le meurtre en portant cette chemise de nuit qui aurait été tachée de sang et l'avait ensuite détruite pour dissimuler sa culpabilité. Il a même trouvé le carnet de blanchisserie qui a confirmé qu'une chemise de nuit était manquante. Witcher a construit son cas pièce par pièce, concluant que Constance, motivée par une vengeance tordue contre sa belle-mère pour les mauvais traitements perçus envers sa propre mère, avait été celle qui s'était glissée hors de sa chambre, avait pris son jeune demi-frère de son berceau et avait commis l'acte horrible. Armé de sa théorie et des preuves circonstancielles de la chemise de nuit manquante, l'inspecteur Witcher a fait un pas audacieux. Le 20 juillet, il a arrêté Constance Kent, 16 ans, pour le meurtre de son demi-frère. L'accusation a fait l'effet d'une onde de choc dans la société victorienne. L'idée qu'une jeune fille bien élevée d'une famille respectable puisse être capable d'un crime aussi monstrueux était presque impensable pour le public. La presse, qui avait initialement salué l'implication de Scotland Yard, s'est sauvagement retournée contre Witcher. Il a été dépeint comme un londonien indiscret, un détective insensible persécutant une jeune fille innocente pour sauver sa propre réputation. L'affaire est devenue une sensation nationale, soulignant les profonds préjugés de classe de l'époque. Constance a été présentée devant les magistrats, mais elle a fermement maintenu son innocence. Son père, Samuel Kent, a engagé le meilleur avocat pour la défendre. Au tribunal, l'affaire de Witcher, basée en grande partie sur la déduction et le vêtement manquant, a été présentée. Sans confession ni arme du crime, les preuves ont été jugées insuffisantes. Les magistrats, probablement influencés par l'opinion publique et l'impensabilité de l'accusation, ont rejeté l'affaire contre Constance, et elle a été libérée. L'échec d'obtenir une condamnation a été un coup dévastateur pour la carrière de l'inspecteur Witcher. Il a été ridiculisé dans les journaux et son jugement a été remis en question par ses supérieurs. Il a quitté Rode Hill House vaincu, sa réputation en lambeaux, mais il restait en privé convaincu de la culpabilité de Constance. Le meurtre de Rode Hill House est resté non résolu et un nuage de suspicion et de mystère a continué de planer sur la famille Kent. Suite à l'accusation manquée contre Constance, un silence profond est tombé sur l'affaire. Pendant 5 longues années, le meurtre de Francis Kent est resté l'un des crimes non résolus les plus célèbres de Grande-Bretagne. La famille Kent, bien que légalement disculpée, a été socialement ruinée. Ils ont finalement quitté Rode Hill House, à jamais entachés par le scandale et les questions sans réponse qui les entouraient. Samuel Kent a déplacé sa famille à plusieurs reprises, tentant d'échapper à l'ombre du meurtre, mais le soupçon les a suivis. La vie de Constance Kent a été irrémédiablement modifiée. 1 an après sa libération, en 1861, elle a été envoyée dans un pensionnat en France. À son retour en Angleterre, elle a choisi de ne pas rejoindre sa famille. Au lieu de cela, en 1863, elle est entrée à St. Mary's Home à Brighton, un couvent anglo-catholique dirigé par un ecclésiastique nommé Révérend Arthur Wagner. Là, elle a vécu une vie tranquille et isolée, se consacrant à des devoirs religieux et à des œuvres de charité. Le monde semblait être passé à autre chose, et le meurtre brutal d'un petit enfant dans une maison de campagne du Wiltshire a commencé à s'effacer de la mémoire publique pour entrer dans les annales de l'histoire criminelle. L'inspecteur Witcher avait pris sa retraite de la police, sa carrière ne s'étant jamais complètement remise de l'humiliation publique. Il semblait que la vérité sur ce qui s'était passé lors de cette terrible nuit de juin 1860 serait enterrée à jamais. Mais dans les murs du couvent, Constance Kent se débattait avec un terrible secret. Un fardeau sur sa conscience qui, après 5 ans, deviendrait finalement trop lourd à porter. Au printemps 1865, 5 ans après le meurtre, l'affaire a été rouverte de manière spectaculaire. Constance Kent, maintenant âgée de 21 ans, a cherché son confesseur au couvent, le révérend Wagner. Dans un moment qui stupéfierait la nation, elle lui a avoué qu'elle, et elle seule, avait assassiné son jeune demi-frère, Francis.
le révérend Wagner l'a encouragé à se confesser aux autorités. Accompagnée de l'ecclésiastique, Constance s'est rendue à Londres et s'est livrée au tribunal des magistrats de Bow Street. Sa confession était détaillée et effrayante. Elle a déclaré que la nuit du crime, elle avait attendu que la famille soit endormie, puis s'était rendue dans la chambre d'enfant, avait pris Francis de son berceau et l'avait transporté aux toilettes extérieures. Elle a admis avoir utilisé un rasoir qu'elle avait volé dans la trousse de toilette de son père pour commettre l'acte. Son motif, a-t-elle affirmé, était la vengeance. Ce n'était pas une simple haine de sa belle-mère, comme Witcher l'avait soupçonné, mais un désir plus large de lui infliger de la douleur pour le malheur qu'elle avait apporté à la famille, en particulier les affronts envers sa défunte mère. La confession a rendu justice à l'inspecteur Witcher, prouvant que ses déductions avaient été correctes depuis le début. Constance a été mise en jugement. Sur le conseil de ses avocats, elle a plaidé coupable et le tribunal a été épargné par les détails macabres. Elle a été reconnue coupable et condamnée à mort. Cependant, en raison de sa jeunesse au moment du crime, de son genre et de la fascination du public pour son cas, sa peine a été commuée en prison à vie. Le mystère était résolu, mais l'horreur de la vérité a laissé une cicatrice durable sur la conscience victorienne. Les conséquences de la confession de Constance Kent ont apporté un dernier chapitre, sombre à l'histoire du meurtre de Road Hill House. Pour l'inspecteur Jack Witcher, ce fut une profonde, bien que tardive, justification de ses talents de détective, solidifiant son héritage en tant que l'un des enquêteurs pionniers de Scotland Yard. La famille Kent s'est complètement désintégrée sous le poids de la tragédie et de l'exposition publique. Constance a purgé 20 ans de prison, principalement dans les prisons de Millbank et de Fulham, où elle aurait été une prisonnière modèle, apprenant de nouvelles compétences et créant des œuvres de mosaïque complexes. Elle a été libérée en 1885 à l'âge de 41 ans. Après sa libération, elle a changé son nom en Ruth Emily Kay et avec l'aide de son frère William, a émigré en Australie. Là, elle s'est formée comme infirmière et a vécu une vie longue et tranquille, travaillant pendant de nombreuses années comme surveillante d'un hôpital pour infirmières à Maitland, en Nouvelle-Galles du Sud. Sa véritable identité est restée un secret pour ceux qui l'entouraient. Elle est décédée en 1944, à l'âge de 100 ans, emportant avec elle la pleine et complexe histoire de la tragédie de sa famille dans la tombe. Le meurtre de Road Hill House est devenu plus qu'un simple crime. Il est devenu une référence culturelle, inspirant des romans et défiant les idéaux victoriens sur l'innocence de l'enfance, la nature féminine et le caractère sacré de la famille de la classe moyenne. Il reste un rappel effrayant que les secrets les plus sombres peuvent souvent être trouvés cachés dans les endroits les plus inattendus. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez à nouveau pour notre prochaine affaire de True Crime.